La sinologie, ou les études sur la Chine, sont l'ensemble des études relatives aux Chinois et à la culture chinoise. Depuis des centaines d'années, elles servent de lien reliant la Chine et le monde, afin que la culture chinoise puisse circuler librement, devenant la sagesse qui nourrit l'humanité. Si l'on observe de près, on sent la culture chinoise plus ou moins à chaque tournant et à chaque moment clé des cultures occidentales. Christophe Colomb n'aurait pas pu découvrir le Nouveau Monde s'il n'avait pas voulu trouver la Chine. La Réforme protestante et le ciel des Lumières n'auraient pas pu engloutir le monde occidental si l'imprimerie n'avait pas été inventée. On n'aurait pas pu voir la démolition des châteaux sans la poudre à canon. L'être humain ne saurait pas que la Terre est ronde sans boussole. Conservez la douceur de votre corps. C'est grâce à leur intérêt pour la Chine que les Européens ont pu découvrir, développer et influencer l'histoire de la civilisation humaine. Alors, comment cela s'est-il fait ? Un moine étranger ici, c'était une nouvelle et une provocation aussi. Depuis 1589, Shaozhou connaissait une rare sécheresse. Les rumeurs concernant ce sinistre étranger rôdaient partout. 所以当地的多次对他们采取袭击，偷他们的东西啊，或者拿石头砍他们啊什么的。有一次呢，利玛窦的脚为了躲避吧，就是被扭伤了。 官府抓了这一帮所谓的不良分子哈，当然要处理了哈。那么立马都看到哇，他们处理得很严格，那么他就真的跪下来哈，要求呢当时的官员就是宽恕他们。 Après cela, toutes les personnes importantes locales sont venues pour lui rendre visite. Le magistrat du district Nanxiong a fait envoyer des médicaments. Pourtant, la blessure au pied de Matteo Ricci ne fut pas guéri, il boitait. Cela ressemblait à un présage pour les missionnaires qui s'avanceraient difficilement dans ce pays administré par le confucianisme. Dix ans ont passé. Aucun croyant ne fut converti. Pourquoi ? Un ami chinois, Xu Taisu, a dit à Matteo Ricci que s'il restait un moine étranger, il aurait plus de malentendus dans le milieu des lettrés, même leur dégoût. Matteo Ricci a soudain compris. Au départ, Ricci pensait s'habiller comme un moine bouddhiste, hein, parce que les prêtres font vœu de pauvreté. Et progressivement, il s'est rendu compte, il a reçu des conseils de certains amis chinois qu'il avait, il s'est rendu compte qu'en fait, pour être mieux accepté par les lettrés et les fonctionnaires, il fallait qu'il s'habille en soie et qu'il se présente comme un lettré. Ce changement a apporté des effets extraordinaires. Matteo Ricci écrivit dans son journal. Cela n'est pas pour obtenir du respect, c'est plutôt un changement de position. Les gens comprennent que nous sommes théologiens et lettrés, donc les Confucéens nous ont permis de nous rendre aux endroits dignes.
En 1595, Matteo Ricci est reparti sur la route avec cette nouvelle image. Un pied dans l'espoir, l'autre dans le désespoir. Cette fois, sa destination était la capitale de l'Empire Ming, Beijing. Un matin ensoleillé du printemps 1601, à la cité interdite, un érudit en tenue confucéenne se hâtait vers le bureau de l'astronomie. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus suscitaient l'attention particulière des eunuques et des gardes. Ce confucéen étranger était bien Matteo Ricci, entré au palais sous ordre de l'empereur pour y réparer son carillon. Matteo Ricci a soigneusement préparé ce jour pendant longtemps. 第一个是准备了一些机器，比如说指明钟啊，因为就可以看到这个是可以算计时间的一个机器，而且是自动的，所以这个肯定会引起皇帝的注意。另外一方面就是他准备了一些在科学方面的一些内容。我把科学给你，你就把你的灵魂就给我。用科学的方法，科学的全部，就是来得到中国的信仰。 Les connaissances scientifiques n'ont pas impressionné l'empereur, car il restait souvent au fond du palais et était obsédé par son plaisir. C'est pour cela qu'il a insisté pour que Ricci reste dans la capitale au mépris des objections de ses sujets, en prétendant qu'il devait venir 4 fois par an pour entretenir le carillon. Matteo Ricci a non seulement obtenu un titre de séjour, mais il a aussi pu jouir d'un salaire de fonctionnaire. Il a ainsi construit la première église catholique à Beijing, l'église du Sud, de nos jours. Reconnu par l'empereur, Matteo Ricci a découvert que de plus en plus de gens voulaient devenir ses amis. Un de mes travaux maintenant, c'est de recevoir des visiteurs. Beaucoup de grandes personnalités sont venues me rendre visite. Ce qui a rendu Matteo Ricci heureux et lui a bénéficié le plus, c'est la réunion avec son vieil ami, Xu Guangqi. Jonathan Spence, célèbre historien américain, dans son livre « Le palais de la mémoire » de Matteo Ricci, écrivit « Même si nous ne pouvons pas être sûrs que ce sont les éléments d'Euclide qui ont apporté Xu Guangxi, ce savant de Shanghai, au cercle de Matteo Ricci, il est certain que ce livre a rendu leur amitié plus solide. » Xu was a Jinshi holder, but he also was a minister in the Chinese government, and he also was a strong Christian convert and very interested in Chinese economy and agriculture and mathematics. And so Xu is one of those remarkable scholars. When they met each other, they had to put their own system, their own culture into question. That's what we call a mental displacement. They had to think what is different from this culture to my culture, and moreover, how can I put my own principles, my own ideas into a new perspective. Pour remporter la victoire, il faut d'abord avoir une compréhension parfaite. Pour avoir une compréhension parfaite, il faut d'abord faire la traduction. Selon Xu Guangxi, il faut bien maîtriser l'autre culture en détail, et puis l'absorber pour réaliser la fusion des deux cultures et former une nouvelle culture qui dépasse les deux.
Matteo Ricci a enregistré avec émotion dans son journal. Monsieur Xu a traduit les 6 premiers livres des éléments en chinois, clairs et élégants. Il a résolu les problèmes des termes techniques de manière créative. C'est vraiment un homme qui veut faire face à la culture occidentale et qui ose relever le défi. I would have thought that in the 16th century, most Chinese had never heard of Europe, never heard of Spain, never heard of Portugal, Britain, none of this, because their concentration was either internal, agricultural world, or the traditional bureaucratic world. Pour laisser plus de Chinois connaître l'Occident, en 1603, Matteo Ricci a commencé à réviser le concept catholique rédigé par Michele Ruggieri. Notre Dieu est Shangdi, décrit dans les anciens livres classiques. Dans le livre, il a officiellement lancé que Shangdi, l'empereur du ciel en Chine, a le même sens que Dieu dans le christianisme. Que Ricci essaye de faire des efforts, toujours dans cet espoir de pouvoir convertir, pour rapprocher la culture chinoise et la culture chrétienne, pour dire il n'y a pas d'incompatibilité et elles sont complémentaires. À cause d'activités sociales fréquentes et de beaucoup de travail, Ricci tomba finalement malade. En mai 1610, il dit dans ses derniers soupirs qu'il ne regrettait rien. Avant sa mort, Matteo Ricci essaya d'acheter un terrain pour y être enterré. Il acceptait les coutumes et le mode de vie chinois et voulait devenir une partie de ce mode de vie. Voici ce qu'il essaya de faire. Son désir était de devenir un Chinois parmi les Chinois. Cependant, pour une raison inconnue, il ne put avoir de terre. Il ne pouvait que se soumettre à la volonté du ciel. Professor Spence has written a couple of books about American perceptions of China. To Change China, one of his early books, is one of them. Matteo Ricci is another. The book To Change China has a good title. Westerners went to China to change it, and as he shows in his essays, in each case, instead they were changed by it. But what is Ricci doing? Why is he trying to get a gravesite for himself? But he knows that if there's going to be any chance of understanding the Chinese, a grave is important, a tomb is important, you see. And this is why he is in the process of trying to get that. And in that sense, also, he is a bridge between East and West. Un an plus tard, Matteo Ricci a été enterré en Chine selon les pratiques chinoises. Ce fut autorisé par l'empereur Wanli lui-même. Comme l'espérait Matteo Ricci, sa stèle funéraire est devenue un pont et un panneau de direction pour la communication entre l'Occident et l'Orient, indiquant la voie à ses successeurs. De plus en plus de missionnaires venaient explorer la Chine. Les forces motrices et l'aspiration à la découverte géographique de l'Occident proviennent plus ou moins de la légende du Ritan de Marco Polo. La sortie de l'océan Atlantique des Européens dépendait de la boussole chinoise. Ayant survécu aux âges sombres du Moyen Âge, les Européens à l'époque comprenaient très peu la Chine. Matteo Ricci clarifia un long débat d'Européens, montrant que le Ritan, décrit par Marco Polo, était bien la Chine. L'Empire de la Chine était un pays unifié, prospère et juste. Il représentait un modèle supérieur de civilisation. Cela était séduisant pour les Européens, souffrant des douleurs de la désunion et des guerres religieuses.
En juillet 1620, Nicolas Trigault est arrivé à Macao avec, à cause des épidémies, des tempêtes et des attaques de pirates, seulement 5 des 22 missionnaires. Ils arrivaient en Chine avec plus de 7000 livres scientifiques collectés en Europe. L'enseignement occidental a déclenché la tendance à de nouveaux savoirs et de nouvelles idées en Chine. En 1938, en rangeant la bibliothèque de l'église catholique de Beijing, on découvrit une centaine de livres apportés par Nicolas Trigault, dont Des révolutions des orbes célestes de Nicolas Copernic, Épitome, Astronomiae, Copernicanae de Kepler et d'autres œuvres scientifiques majeures. Malheureusement, ces livres étaient recouverts de poussière. C'était regrettable pour Nicolas Trigault et encore plus pour la Chine. Les techniques scientifiques occidentales étaient diffusées en Chine et la culture chinoise était transmise en Occident. Aujourd'hui encore, les bibliothèques et archives européennes gardent minutieusement les premières traductions des livres chinois et les manuscrits des premiers missionnaires en Chine. Les Tatars ont occupé Nanjing sans résistance. Ils avaient pu occuper toutes les villes au sud du Zhejiang. Mais après la publication de l'ordre de se raser la tête, les soldats et le peuple ont pris les armes et lutté pour protéger leurs cheveux. Ces descriptions ont été décrites par le missionnaire jésuite Martino Martini. Il a été jugé par les chercheurs actuels comme l'homme ayant écrit l'histoire de la Chine d'une manière la plus réussie au XVIIe siècle. 韦光国比李玛窦到过中国是晚几十年，他是把一些中国的一些内容，主要的是地理、中国历史、中国语言，就是语法，在这三个领域，他把这三个领域介绍给西方。韦匡国第一次到中国是1643年，那个时候明政权摇摇欲坠之时，他的名字韦匡国很可能是匡扶保卫大明国的意思。En juin 1646, l'armée des Qing attaqua le sud et entra dans les régions du fleuve Yangtze et du Zhejiang. Martino Martini, qui préconisait aider et sauvegarder le pays Ming, a caché secrètement des vêtements de hauts fonctionnaires gratifiés par l'empereur Longwu de la dynastie Ming du Sud en affichant sur sa résidence « Résidence de moine occidental ». Ces 7 caractères lui ont sauvé la vie. 魏匡国在杭州的经历比较神奇，他所以能得到清军的礼遇，我想有2个原因。一个是他自己呢泰然处之，而且摆上中国的书，喝着茶，这样表现了一个传教士在面临重大事件时那种泰然的态度，这是这个清军也感到很震惊。但第2个原因应该是更为重要的，因为清军多尔衮入关以后，留在北京的汤若望坚守阵地，归顺了刚入北京的清军。
Après plusieurs mois de lutte, Martino Martini soutint le gouvernement Qing. Il ressemblait à un supporter du nouveau pouvoir. La raison était bien simple. Plus le pouvoir des Qing était stable, plus le christianisme était facile à diffuser. Mais face au feu des guerres des régions du Sud, bien qu'il était à l'abri, Martino Martini se souciait du destin de ce peuple chinois, simple et honnête. Les Chinois ont montré une peine, une indignation et un courage au combat pour protéger leurs cheveux et leurs vêtements plus grands que pour protéger le pays et l'empereur. Ils préfèrent se faire couper la tête que d'obéir aux us et coutumes des Tatars. Comme la situation politique était chaotique, la cause du catholicisme connaissait le même destin. Après la mort de Ricci, ses successeurs pensaient que ces pratiques flattaient le confucianisme. Ils luttaient contre l'utilisation de Shangdi pour présenter Dieu. Ils interdisaient aux croyants les sacrifices à Confucius. Les dominicains, franciscains et autres groupes religieux entrèrent en Chine pour se disputer le droit de prêcher et ils commencèrent à se plaindre au Saint-Siège du travail des jésuites. 当道明会在福建的乡间小道，在沿海边看到中国对民间信仰如此崇拜的时候，他觉得利玛窦简直是胡说八道。你揭示的不是中国，这里充满了偶像，充满了一种宗教崇拜。所以就对这个教皇就下了命令，就说，不准这个祖先敬拜，甚至不准任何儒家这种世俗的一种礼仪，那么这造成就是你要信这个基督教就不能做这些事情。Les informations sont arrivées en Chine. Le peuple furieux entra dans l'église, détruisit l'équipement et chassa les missionnaires. Face à cette grande crise, en 1650, la Compagnie de Jésus décida d'envoyer Martino Martini, qui connaissait bien la culture et l'histoire de la Chine, se défendre à Rome. Une fois de plus, un Européen en tenue chinoise apparaît en Europe. Comme Nicolas Trigaud en son temps, Martino Martini a commencé son voyage dans les pays européens. Il a partagé ses connaissances sur la géographie et la culture chinoise aux Européens. 韦匡国1654年在欧洲出版了《大大传记》。这是一部以自己的亲身经历和儒生传教士、官员等提供的大量清军入关和下江南战事的实况而专述的一部明清战争史。从1654年一直到1706年，一共用9种不同的语言在欧洲出版了211版本，让欧洲人准确的感受到了一个真实的中国。En mars 1656, l'Inquisition a approuvé les documents soumis par les jésuites. Le pape émit un décret stipulant que si les rituels de sacrifice étaient vraiment comme ce que Martino Martini décrivait, il autorisait les croyants chinois à pratiquer ces rituels. Martino Martini a rempli sa mission avec succès. Mais pour la sinologie européenne, l'influence de Martino Martini n'est pas assez montrée. Si l'on compare les œuvres sinologues de Martino Martini à l'alcool, la guerre des Tatars est un apéritif, alors que l'histoire des temps anciens de la Chine est un vin véritablement puissant.
This book by Martino is really very important. The missionaries like Martini, they go to China and they start to look at Chinese history. And what do they discover? They discover that Chinese history is in fact longer than European history or the history of the Bible. 那么，假如这种观点就是被反对基督教的人拿到之后，他就把它作为证据，可以来证明说圣经讲的不对，圣经不能够解说全部的人类历史，因为我们至少看到中国人的历史比你圣经所讲的人类历史要长久，所以它就会成为一个强有力的证据，可以去动摇天主教会的圣经解说体系。C'est un signe terrifiant pour les Occidentaux. L'histoire des temps anciens de la Chine nous fait comprendre de manière discrète que l'histoire enregistrée dans la Bible n'est pas une histoire complète. Quand nos ancêtres prenaient des fruits de l'arbre, les Orientaux avaient déjà une civilisation mûre. Très vite, Voltaire, penseur à l'époque des Lumières, utiliserait la sagesse orientale pour remodeler les concepts sur le monde et la connaissance de soi moderne de l'Occident. Le 4 avril 1657, au cap de Roca, des courageux de la grande navigation, Martino Martini et 16 autres jésuites sont partis pour retourner en Chine. La voie devant eux était en zigzag, mais Martino Martini ne pouvait plus attendre. À l'époque, certains ont dit que, pour Martino Martini, son pays natal était un lieu d'exil. S'il ne pouvait plus retourner en Chine, il mourrait très vite. Avec le voyage de Martino Martini, le centre de la sinologie en Europe se déplaçait de l'Italie vers la France. L'Église ne pouvait plus tolérer les discours traîtres. Parmi les compagnons de voyage de Martino Martini, Ferdinand Verbier était devenu directeur du bureau de l'astronomie de la dynastie Qing. Prospero Intortieta présenta les œuvres classiques confucéennes en Europe. Ils étaient tous attirés par les expériences légendaires et les discours éloquents de Martino Martini, et ils ont changé leur vie. Le vent est de plus en plus féroce, la terre de plus en plus éloignée. Pourtant, ils ont laissé une bombe gigantesque en Europe, une bombe atomique, idéologique. L'explosion est juste une question de temps.